Bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire. Bénédicte, je te laisse l'inaugurer. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence. Vous êtes nombreux pour ce webinaire relatif au service public départemental de l'autonomie. Donc, je suis Bénédicte Autier, directrice de l'accès aux droits et des parcours à la CNSA. C'est dans cette direction que nous travaillons à la mise en place du SPDA. Donc, bienvenue à tous. Merci de votre mobilisation. Merci aux équipes qui ont beaucoup travaillé pour essayer de vous donner une information la plus intéressante possible dans ce temps qui a un entre-deux, entre le 1er janvier 2025, date fixée par la loi pour la mise en place du service public départemental autonomie, et puis le cahier des charges qui va bientôt arriver, on va vous le présenter. Donc, c'est un temps relais d'information pour que vous puissiez vous préparer. Alors, dans les équipes, il y a des territoires préfigurateurs et puis d'autres territoires qui vont ouvrir et généraliser ce nouveau service public. Quelques informations pratiques. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez l'utiliser pour les équipes, c'est important aussi comme levier de diffusion. Et puis, pour les questions, vous pourrez les mettre dans le chat. On relèvera l'une ou l'autre question. Et puis, l'ensemble de vos questions servira de matière première pour qu'on puisse compléter la foire aux questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser les questions. Alors, il y aura des réponses au fur et à mesure, mais il est très important que vous puissiez déposer les questions et puis des réponses l'une ou l'autre en direct et puis surtout sur une foire aux questions. La présentation du jour, elle se fait en 4 temps. Premier temps, une présentation de la définition et du périmètre du service public départemental de l'autonomie. Un deuxième point sur la préfiguration avec la méthode, les principales réalisations qui alimentent, qui outillent la généralisation. Un point sur le cahier des charges qui va être extrêmement structurant pour la mise en œuvre dans vos territoires. Et puis la généralisation avec les étapes et les outils. Voilà, je signale vos interlocutrices. Alors, on voit, il y a Séverine, Marie et Virginie qui constituent l'équipe du SPDA. Alors, Séverine Gorzik, Marie Collin et Virginie O'Haraud, voilà, qui sont là et que je remercie. Et puis, ce service public, eh bien évidemment, il a été pensé initialement par Dominique Libaud à travers son rapport. Et Dominique Libaud, qui est président du comité d'orientation et de suivi et qui assure un sponsoring politique, stratégique de haut niveau et à qui je passe la parole. Monsieur Libaud. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe CNSA d'avoir organisé ce webinaire ça va être très intéressant, hein, donc vraiment soyez attentifs, vous allez avoir tous les éléments. Moi, juste un petit élément donc, sur le SPDA. D'où se vient le SPDA? Ça vient, et ça va vous être dit, vraiment de l'observation de la vie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et le sujet de l'observation de leurs difficultés dans leur parcours de vie, dans leur parcours de santé, dans leur parcours d'autonomie. Et ça nous est ressorti à chaque fois qu'on a interrogé les personnes. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sujets pour assurer une politique du handicap et une politique du vieillissement de la population qui soit satisfaisante. Mais un des sujets, c'est quand même effectivement la perception d'une très grande complexité dans les process, dans l'accès aux droits, dans les solutions concrètes, dans même l'accès à la prévention, qui revient des personnes. Et donc, en collaboration avec des représentants des ARS, des caisses de sécurité sociale, des conseils départementaux, des collectivités locales, on a imaginé ce service public départemental de l'autonomie. L'idée fondamentale, c'est vraiment d'essayer de décloisonner, de ne pas travailler en silo, de concevoir un service public qui ne soit pas simplement un service qui gère des prestations, c'est très utile évidemment, mais qui accompagne réellement la personne sur le chemin de l'autonomie.
Vous savez aussi qu'il y a cette réflexion sur la politique de l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, une politique de l'autonomie? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une forme de consensus sur le fait de dire que c'est permettre aux personnes d'être vraiment acteurs, actrices de leur propre vie, le pouvoir d'agir. Et ça vient d'une conception d'un service public qui n'est pas dans l'assistanat, qui n'est pas dans la réparation, mais qui est dans l'accompagnement de ces parcours de vie, dont les personnes âgées ou en situation de handicap restent les acteurs principaux. Et c'est un peu la philosophie de ce service public départemental de l'autonomie. Alors, à la fois, c'est un objet modeste, un objet assez transformateur de l'action publique, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des préfigurations. Et on va vous en dire un mot, et les préfigurations nous ont plutôt dit que c'était possible et que c'était aussi très motivant pour les acteurs de travailler ensemble sur des projets très concrets, parce que l'idée, évidemment, c'est ensuite d'améliorer la vie des gens et de faire des projets très, très concrets. Et que c'était possible avec sans doute un petit peu de méthode, et c'est tout l'apport à la fois de la CNSA et des préfigurations de pouvoir vous aider dans l'ingénierie, dans la méthode, pour arriver à travailler sur ce nouveau service public départemental de l'autonomie au service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que tout ceci va être très très bien détaillé par les équipes CNSA, mais vous avez compris que c'est un bel enjeu, un fort enjeu dans une période qui est vraiment rose, il faut bien le dire, par beaucoup d'aspects. Je crois que c'est un enjeu pour réaliser un vrai progrès social pour l'ensemble des personnes. Le progrès social, ça passe plus, et moi je suis aussi président du Conseil du financement de la protection sociale, petite vision, hein, je crois vraiment sur les problèmes financiers qui sont ceux de la sécurité sociale, ceux des départements, ceux de l'État. Et je dois dire que le progrès, je pense que demain, il passera plus nécessairement par l'amélioration de prestations monétaires. Je pense que, vu la situation de notre pays, ça va être quand même très compliqué, et vu le vieillissement de la population, et un certain nombre d'éléments. Mais en revanche, il peut passer par une amélioration de ce service public de proximité qu'il s'agit de réaliser tous ensemble. Et c'est aussi une nouvelle dialectique entre le niveau national, qui est là dans l'accompagnement, dans la création d'outils pour vous aider, et le niveau territorial. Et vous avez compris que, évidemment, je compte sur vous pour réussir cette belle ambition collective au service des personnes en situation de handicap, des personnes âgées de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Libaud. Merci pour ces mots qui sont sur le sens et ceux qui nous donnent le souffle. Et puis, on voit tout de suite la dimension territoriale qui est des spécificités, de prise en compte des spécificités, avec à la fois ce socle commun national et puis les spécificités. Un dernier mot pour vous dire, pour saluer les participants et la nature des participants. C'est le SPDA en acte. Autour de cette table virtuelle et participe, nous avons, outre le cabinet que je salue, la DGCS, nous avons les CD, nous avons les ARS, nous avons les MDPH et puis nous avons les caisses de sécurité sociale au niveau national et au niveau local. C'est comme ça que l'on construit le SPDA, c'est en partageant l'information à tous au même moment, tous réunis autour de ce temps-là qui est l'information avant de décliner. Mais c'est vraiment cet état d'esprit et c'est tout à fait remarquable. Voilà. Merci. Alors, on va vous donner des éléments, des premiers éléments pour comprendre, des définitions, des éléments sur le périmètre, les enjeux. Et puis, pour rebondir sur les propos de Dominique Libaud, nous sommes partis pour structurer cette démarche de création d'un service public pour l'autonomie, donc qui est un pas de plus par rapport à la politique de l'autonomie. Nous sommes partis de quelques constats et ambitions. Le principal constat qui est en conclusion du rapport, c'est que dans cette politique de l'autonomie, il y a déjà beaucoup d'acteurs, beaucoup d'initiatives, que ce soit au niveau national ou local, et que ça constitue un terreau qui est vraiment riche et important.
Pour autant, on regarde cette richesse, de la complexité ressentie par les personnes, peut-être trop d'acteurs à différencier. On ne sait pas voilà, par quelle porte d'entrée accéder à ces droits. On sait que les aides existent, mais on ne sait pas comment les contacter. Les personnes ont parlé d'un système un peu de la débrouille et ont regretté le fait souvent, elles étaient amenées à répéter à plusieurs personnes leur situation, leurs attentes, leurs besoins. Donc, les principaux constats et enjeux de départ sont ceux-ci et ils ont été posés dans ce rapport de mars 2022. Et pour laisser tout de suite la parole aux personnes concernées, on vous propose de partager une vidéo d'un des représentants de personnes pour avoir directement sa vision. Et en l'occurrence, il s'agit d'Olivier Callon, président de la Corerpa Île-de-France et aidant, en espérant que le son marchera. Aujourd'hui, je sais qu'il existe dans nos départements un nombre important de services et d'organismes auxquels je peux m'adresser tout naturellement pour m'aider et m'accompagner. Moi qui suis une personne retraitée, une personne âgée, une personne en situation de handicap ou même un proche aidant. Par contre, bien évidemment, je ne les connais pas tous. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne communiquent même pas entre eux. Et viennent rarement me voir, viennent rarement vers moi. Demain, je souhaite que grâce à ce nouveau service public départemental de l'autonomie, que dans tout lieu d'accueil où je me rendrai et qui serait estampillé justement SPDA, que ce soit le centre communal de l'action sociale, la CAF, les maisons France Service, voire la MDPH, on puisse vraiment m'informer et m'orienter sur les services qui me permettront donc de bénéficier de ce parcours coordonné et complet, bien évidemment en fonction de mes propres besoins et de mes véritables droits. Merci. Alors, pour mettre en place ce service public, l'objectif, c'est de se mettre à la place de la personne. Vous l'avez compris, et donc de mettre en place un système qui n'est plus regardé par chaque acteur pour lui-même par rapport à ses compétences, aux services qu'il peut rendre, aux prestations qu'il peut verser, mais d'essayer d'incarner véritablement le service public et de le piloter par le service rendu en se mettant du point de vue des personnes. Alors, il s'agit de raisonner d'une manière un petit peu différente. On sort un peu de la connaissance que l'on a des dispositifs, des structures, la sienne ou celle des autres, pour se poser la question du résultat produit par ce collectif d'acteurs qui agissent tous pour la personne, mais sans nécessairement avoir la vision d'ensemble. L'objectif, c'est de répondre collectivement à une ambition commune qui est posée pour ce service public jusqu'à la grande proximité. Et de le faire en apportant de la lisibilité pour les personnes et de l'équité territoriale pour que finalement chaque personne, quel que soit son lieu d'habitation en France, puisse retrouver le service qu'elle attend pour l'accompagner dans son chemin d'autonomie, comme l'a dit Dominique Libaud. Ces principes, ils ont été inscrits dans la loi pour le bien vieillir et l'autonomie du 8 avril 2024. Et ils fondent ce service public avec toutes les qualités du service public qu'on peut retrouver, l'égalité, la continuité, l'adaptabilité, la qualité, l'accessibilité. Voilà, toutes ces valeurs du service public que nous partageons ici. Quels sont les objectifs de ce futur service public départemental de l'autonomie? L'objectif final, c'est bien de simplifier les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, et de garantir la continuité de leur parcours en permettant aux personnes d'être actrices de leurs propres choix. Pour y parvenir, l'objectif est de renforcer l'interconnaissance et la coopération entre les professionnels du domaine sanitaire, du domaine médico-social et du social, mais aussi du droit commun pour des approches plus décloisonnées qui partent des besoins des personnes et de l'ensemble des dimensions de leur vie. Le SPDA, c'est un ensemble de 4 missions qui sont obligatoires et interdépendantes. C'est tout d'abord la mission d'accueil, d'information et de mise en relation, quelle que soit la porte d'entrée utilisée localement par la personne.
Pour la personne, c'est trouver une information plus facilement, une information qui soit fiable sur ses droits, sur les aides qu'elle peut mobiliser, sur ses démarches qui peuvent être offertes à elle, sans démultiplication des rebonds et des interlocuteurs à solliciter. Le deuxième socle de mission, c'est l'évaluation de la situation et l'attribution des droits et des prestations adaptés à la situation des personnes. Du point de vue des personnes, ce sont des droits évalués au regard de leur situation et de leurs besoins, avec des acteurs, FDPH, conseil départemental, caisse de sécurité sociale, éducation nationale, etc., qui interagissent pour définir pour définir les droits et qui se coordonnent pour leur mise en œuvre. Ensuite, le troisième bloc de mission, c'est celui du soutien des parcours personnalisés, continus et coordonnés à travers la coordination de tous les acteurs du territoire pour construire une véritable réponse territoriale aux enjeux des parcours. La dernière mission, c'est celle du repérage, de la prévention et de l'aller vers. Vous le voyez, on ne crée pas de nouvelles missions. Il s'agit avant tout de renforcer la coordination entre les acteurs autour de ces 4 blocs de missions. Ce sont des missions que les acteurs portent déjà, mais il y a un enjeu de les faire ensemble, car aucun acteur ne peut prétendre à garantir et à assurer seul le service rendu sur l'ensemble de ces 4 missions. Qui sont les membres du SPDA? Ce sont tous les acteurs qui participent directement ou indirectement au soutien à l'autonomie dans toutes les dimensions de la vie de la personne. Et donc l'enjeu est bien de mobiliser, de soutenir la coopération entre les acteurs, bien au-delà des seuls acteurs du médico-social et du sanitaire. Le pilotage du service public départemental de l'autonomie et la coordination des acteurs qui le constituent sont portés par le conseil départemental en lien étroit avec les agences régionales de santé. Et l'ensemble des acteurs qui y concourent sont notamment les MDPH, les acteurs de la coordination de parcours, comme les dispositifs d'appui à la coordination ou les communautés 360 par exemple, l'ensemble des caisses de sécurité sociale. Sont aussi membres du SPDA les acteurs de premier niveau qui offrent une première réponse, qui offrent un accueil aux personnes, comme les mairies, les CCAS ou le réseau France Service. La loi cite aussi parmi les membres du SPDA les acteurs de droit commun, comme l'éducation nationale, l'emploi, mais plus globalement, tous les acteurs qui concourent à l'accès à un cadre de vie ordinaire pour les personnes, avec le logement, les transports, ou on peut aussi penser aux loisirs et à la culture. La participation des personnes et des représentants des personnes concernées est essentielle. C'est un fil rouge de la construction de ce service public, avec notamment l'intégration des CDCA parmi les membres du SPDA. Et enfin, le SPDA associe des opérateurs et offre de solutions, même si ce nouveau service public départemental de l'autonomie n'a pas vocation à intégrer la transformation de l'offre et la régulation de l'offre médico-sociale notamment. En synthèse, les grands principes socles du SPDA, si on veut les résumer simplement, c'est le principe de responsabilité partagée. Comme je le disais, personne ne peut faire seul, ne peut être responsable seul de la mise en œuvre des 4 blocs de missions que nous avons décrits. Le SPDA part donc de ce constat d'interdépendance des acteurs et doit permettre de mieux les faire travailler ensemble. L'enjeu, c'est celui d'améliorer la lisibilité et le fonctionnement des acteurs entre eux pour que la complexité de notre écosystème ne repose pas sur les personnes. C'est ça le principe de l'organisation intégrée. Ce sont des acteurs moins cloisonnés, qui se connaissent mieux et qui peuvent se solliciter de manière plus pertinente pour faire bénéficier les parcours des personnes de toute l'expertise qui est mobilisable sur un territoire. Le troisième principe, c'est que le SPDA est une organisation territoriale. Il n'y a pas de prescription, de contraintes sur la manière de faire pour répondre aux engagements de services rendus qui seront définis dans le cahier des charges, mais on laisse les territoires s'organiser en fonction de leur spécificité, de leur historique, des besoins particuliers. Et puis le quatrième principe, c'est que c'est un service qui est construit pour les personnes à partir de leurs besoins et de leurs attentes et avec elles, puisqu'elles sont mobilisées dans la construction de ce service public départemental de l'autonomie. Au contraire, on peut aussi décrire le SPDA par ce qu'il n'est pas. C'est parfois une bonne façon de faire comprendre ce concept. Ce n'est pas un nouveau dispositif ou un nouvel acteur, mais ce sont des engagements sur un service à rendre aux personnes par l'ensemble des acteurs qui agissent pour le soutien à l'autonomie, sans modification de leur mission et de leurs compétences. Ce n'est pas un guichet unique, ce n'est pas la fusion de services, de dispositifs ou de lieux déjà existants, mais la reconnaissance d'une interdépendance de l'ensemble des acteurs et une valorisation du besoin de coopération.
Enfin, et comme on l'a déjà dit, ce n'est pas un modèle d'organisation ou de fonctionnement imposé qui soit unique. Chaque territoire pourra s'organiser de la manière dont il souhaite au regard de ses spécificités. Pour vous donner une illustration un petit peu concrète de la façon dont le SPDA a pu être approprié par l'un des territoires préfigurateurs, nous vous proposons de visionner ce témoignage du département du Nord. Faire SPDA sur le département du Nord, c'est ce que nous faisons déjà sans le savoir, c'est-à-dire que nous avons un consortium d'acteurs qui s'est constitué très rapidement et très naturellement, car les partenaires avaient l'habitude de travailler ensemble et les relations étaient bonnes entre eux. Notre force, c'est la diversité de ces acteurs avec la volonté d'associer dès le départ les lieux d'accueil et d'information de proximité, comme par exemple les CCAS, et puis les organismes gestionnaires qui sont représentés par l'URIOPS. Nous sommes aussi en lien avec l'association des maires du Nord, car nous avons un territoire qui est grand, avec des métropoles, des territoires périphériques et des communes rurales, et on sait aussi que les maires sont souvent les premiers interlocuteurs dans la réponse aux besoins et dans l'accompagnement des personnes. Alors, très vite, nous avons voulu associer les personnes concernées, car c'est ce qui donne le sens au SPDA. Nous avons mis en place un panel ressources composé d'une quinzaine de personnes qui viennent soit du CDCA, de collectifs comme par exemple le comité des usagers de la MDPH du Nord, mais aussi des personnes individuelles. Les personnes ont choisi de s'appeler panel ressources et elles ont plusieurs rôles: exprimer les besoins, participer à certains groupes de travail, mais aussi tester les outils et les solutions imaginées en groupe de travail. Dans le Nord, nous ne cherchons pas à faire quelque chose en plus qui viendrait se rajouter à l'existant déjà complexe. Nous cherchons à faire quelque chose en mieux pour renforcer une culture de collaboration, décloisonner les réponses à l'usager et mettre les personnes concernées au centre de notre démarche. Tout cela, en fait, dans le but d'avoir des résultats concrets pour les personnes avec une meilleure information au plus près du terrain, une meilleure qualité dans les réponses apportées, des délais d'attente plus courts et des réponses aux besoins plus adaptés, pour faire du Nord un département plus inclusif et solidaire pour les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. Alors, pour vous donner un petit peu de concret sur comment est-ce qu'on a procédé pour aller dans cette démarche, on s'est appuyé sur une phase de préfiguration. La phase de préfiguration, c'est 18 territoires qui sont partis avant les autres pour tester, éprouver, construire avec le niveau national, mais aussi avec les acteurs du territoire, de chacun de leurs territoires, la démarche service public départemental autonomie. Alors, quelques mots sur les principes d'action et ensuite, on parlera un petit peu de la méthode. 3 principes d'action ont prévalu pour porter cette préfiguration. Le premier principe d'action, c'était d'agir à hauteur d'homme, d'agir à hauteur des personnes, vu que l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de se mettre à la place des personnes et de les accompagner dans l'aller vers, cet accès au droit, cette facilitation dans les démarches et dans l'accompagnement. Le deuxième principe d'action, c'est d'agir à hauteur des professionnels et d'outiller ces professionnels pour leur permettre de travailler ensemble dans de meilleures conditions. Donc la coopération territoriale, elle va reposer sur l'interconnaissance, la cohérence, la complémentarité et l'efficacité. L'objectif, c'est bien de décloisonner, et on parle depuis de nombreuses années maintenant du décloisonnement entre le social, le médico-social, le sanitaire. Chacun a des leviers d'action différents. Les acteurs de santé vont être mobilisables par les agences régionales de santé. Les acteurs du champ social ou médico-social peut-être plus facilement par le département. Et c'est en combinant finalement les actions de chacun qu'on va réussir à véritablement faciliter ce travail ensemble des professionnels. Et puis enfin, le troisième principe d'action, c'est agir à hauteur des organisations et des institutions. L'objectif, c'est de partir de l'existant des territoires. Chacun des territoires a ses forces, ses dynamiques, mais a aussi ses faiblesses, ses écueils. Et donc, il faut partir de ce constat du réel, regarder les dynamiques qui existent, regarder les projets qui font à un moment donné la politique de l'autonomie et qui font service public,
dans la mesure où, une fois mis en commun, ils peuvent être plus dynamiques et respectueux de la spécificité des dynamiques existantes pour chacun. Alors concrètement, comment s'est construite cette phase de préfiguration pendant l'année 2024 et à quels objectifs elle répondait? Elle avait 3 enjeux. C'était tout d'abord de construire ensemble un cahier des charges national, donc qui pose le socle commun des engagements de service public pour les personnes. Le deuxième enjeu, c'était de partir véritablement des territoires pour préfigurer un SPDA qui prenne vraiment en compte les spécificités locales. Et le troisième enjeu, c'était de préparer le déploiement national en capitalisant sur les expériences différentes de l'ensemble des territoires pour proposer des outils pour accompagner l'ensemble des territoires dans la généralisation du SPDA. Donc pour ce faire, on a réalisé un certain nombre d'allers-retours entre l'échelle nationale et territoriale, avec beaucoup de liens entre les deux échelles, et une capitalisation au fil de l'eau pour vraiment identifier les expériences des territoires et identifier ce qui relève du commun, qu'on peut inscrire dans un cahier des charges, et ce qui relève des spécificités propres à chacun, qui n'ont pas vocation à être posées de manière unanime pour tout le monde. Pour ce faire, une gouvernance nationale a encadré le projet, qui a impliqué toutes les parties prenantes au sein d'un comité national d'orientation et de suivi, présidé par Dominique Libaud. Et puis, plusieurs niveaux de participation des personnes concernées ont pu être associés, tant à travers leurs représentants dans la gouvernance nationale qu'à travers aussi des groupes de travail directement avec des usagers concernés dans les territoires. Comme l'évoquait Virginie, on s'est donc appuyé pour ce faire sur 18 territoires préfigurateurs qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la CNSA en septembre 2023, ce qui nous a permis d'avoir des territoires de typologie très variée, avec à la fois des territoires plutôt ruraux, plutôt urbains, de littoral, de montagne, avec des spécificités qui étaient propres et donc de pouvoir s'appuyer sur une grande variété de typologies. Ce qu'on observe en termes de grands résultats de la préfiguration, c'est déjà, il faut le noter, un enthousiasme important de l'ensemble des acteurs pour la démarche, puisque comme vous avez pu vous-même le constater au tout départ de ce webinaire, les constats sont partagés et l'envie de simplifier, de fluidifier le parcours pour les personnes, de mieux travailler ensemble est vraiment partagée par chacun. On a pu constater 3 grands temps dans cette préfiguration qui ont été communs à l'ensemble des 18 territoires préfigurateurs. Un premier temps assez important d'installation et de mise en place de la démarche, en structurant les acteurs à mobiliser, en identifiant les modalités de travail qui étaient propres à chaque territoire et qui ont été vraiment différentes selon les territoires. Un deuxième temps de définition de feuilles de route et d'identification des grandes priorités d'action. Et puis un troisième temps, qui est aujourd'hui en cours de travail et de réalisation, de mise en œuvre plus concrète des actions. Une fois qu'on a dressé les grandes priorités, il y a la nécessité d'aller sur des actions très concrètes. On a repéré donc une diversité de modes d'association des acteurs et il n'y a pas de bon ou mauvais modèle. C'est à chaque territoire de s'appuyer sur son historique, sur ses habitudes de coopération pour identifier quelle est la bonne mesure d'implication des acteurs selon les objectifs qui sont poursuivis en fonction des intérêts des territoires. Et puis, ce qu'on relève, c'est un embarquement qui reste à prolonger dans la durée, puisque même si beaucoup d'efforts sont faits au départ pour associer l'ensemble des acteurs, le SPDA est un sujet qui s'inscrit dans le temps, une démarche de long terme et qui nécessite un embarquement des acteurs de manière pérenne. Et donc, pour ce faire, on y reviendra après, on a un appui de la CNSA pour vous permettre justement d'embarquer ces acteurs sur le long terme. Quelques enseignements généraux que l'on peut partager avec vous et qui sont issus des échanges avec les territoires préfigurateurs. Tout d'abord, la notion du fait que le SPDA est avant tout une philosophie d'action publique. Il permet vraiment de poser un nouveau regard sur les enjeux de l'autonomie de manière très large dans les territoires et de partager cette vision commune entre acteurs de plusieurs secteurs différents. Comme le disait à l'instant le département du Nord, il ne s'agit pas de faire quelque chose en plus, mais de faire quelque chose en mieux et de collectivement identifier la façon dont on peut améliorer les choses en réalisant notamment des formalisations de procédures ou en construisant des outils communs. Le SPDA joue avant tout un rôle d'accélérateur. Comme on l'évoquait, il ne s'agit pas de partir d'une feuille blanche. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et tout l'intérêt, c'est de partir de l'existant et d'aller encore plus loin, soit en embarquant plus d'acteurs qui ne sont pas encore associés aux différentes initiatives, soit en regardant si on peut peut-être, à partir d'une initiative d'un territoire à une échelle infraterritoriale, l'élargir et le mettre en place à plus grande échelle.
Cela suppose une co-responsabilité partagée et cette notion de co-responsabilité, elle est essentielle. Chacun ne peut pas faire tout seul l'ensemble des 4 blocs de mission. Il y a vraiment cette articulation et cet engagement conjoint qui doit être posé pour permettre de répondre à cet engagement de service public. Le SPDA est aussi un levier de coopération territoriale et c'est pour cela qu'il est inscrit dans les futures conventions tripartites qui sont en cours de rédaction entre le conseil départemental, l'ARS et la CNSA. Et enfin, le SPDA, c'est surtout une occasion de déployer une démarche d'amélioration continue pilotée par le service rendu aux personnes. Alors, pour vous donner quelques exemples, on a plusieurs exemples, mais le temps est court, donc on vous a sélectionné 2 extraits vidéo de territoire pour vous donner à voir quelques façons d'avoir travaillé sur ce SPDA. Et en premier lieu, donc, le témoignage de la Gironde sur la réflexion sur les premières portes d'entrée des personnes. Sur la question de la porte d'entrée, ce qui nous a paru intéressant, c'est de partir en fait d'un micro-trottoir où on a interrogé directement des gens à Bordeaux, dans des lieux publics. Et il y a 2 choses qui nous ont frappés. La première chose, c'est que la majorité des personnes interrogées connaît le terme d'autonomie et le définit comme le fait de ne plus pouvoir se débrouiller seul. Sauf qu'ils ne rattachent ce terme ni au handicap, ni au grand âge. Et ça nous interroge pas mal en termes de lisibilité de la démarche et puis derrière des messages qu'on fait porter. Le deuxième enseignement assez évident, c'est que quand on leur pose la question « si vous êtes confronté à la perte d'autonomie, handicap ou grand âge, où iriez-vous pour avoir des informations ?» La grande majorité des personnes nous répond qu'en fait, elles ne connaissent pas les acteurs vers qui se tourner pour avoir de l'info sur les dispositifs, sur les aides, et que leur premier réflexe, c'est de chercher sur Internet ou de demander à des proches. Et après réflexion, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont cités, mais ce ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attendait, puisque c'est la mairie, le médecin généraliste, les assistantes sociales. Et donc, du coup, ça nous fait nous interroger sur la démarche à entreprendre. Et on se dit que c'est en fait aux acteurs institutionnels de se caler sur la réalité vécue par les personnes et donc d'amener l'information dans les lieux où les personnes vont spontanément, plutôt que de se dire ah bah tiens, il faudrait qu'elles aillent au département et donc ça veut dire qu'on va faire de la com pour leur faire changer leurs habitudes, pour les informer, pour faire venir. Et ça, on s'est dit que ça serait probablement contre-productif. Un deuxième exemple peut-être d'axe de travail retenu sur un territoire préfigurateur avec la Seine-Saint-Denis, qui a lancé 2 chantiers sur l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, qui associe la MDPH, l'éducation nationale, mais aussi plusieurs dispositifs d'appui à la coordination et des établissements médico-sociaux notamment. Dans le cadre des travaux sur la préfiguration du SPDA, on a entamé un travail étroit avec l'éducation nationale qui porte sur comment mieux repérer les situations, mieux prévenir les ruptures de parcours et améliorer l'effectivité des droits. Plus particulièrement, on a lancé 2 chantiers en Seine-Saint-Denis. Le premier qui porte sur comment parler un langage commun pour et par le développement des liens avec le médico-social, le sanitaire et les instances de coordination comme le DAC, le DIH ou le PCO. Effectivement, ça nous paraissait essentiel pour les usagers, parce qu'il y a une multiplicité de dispositifs pour prendre en charge les différentes problématiques. Et nous avons, dès le mois de septembre, organisé un séminaire départemental réunissant les acteurs de l'éducation nationale, inspecteurs d'éducation nationale, chefs d'établissement, les établissements médico-sociaux, l'ARS et la MDPH, pour présenter tous ces dispositifs et voir en quoi, effectivement, ce qu'il nous manque pour pouvoir optimiser l'accessibilité aux usagers de ces différents dispositifs et ce qui va se décliner sur toute l'année 2025 par des rencontres territoriales afin d'être vraiment en proximité géographique et répondre au plus près des besoins des territoires. Et donc le second chantier qui porte sur la prévention des ruptures de parcours, notamment en mobilisant les acteurs clés comme les villes et les PMI. Et parce qu'on le sait, ces moments de rupture sont des moments clés, charnières pour les enfants et leurs familles. Et elles commencent dès l'entrée en maternelle jusqu'à la sortie du lycée vers le monde professionnel ou l'enseignement supérieur. Et donc on a
particulièrement 2 actions dans ce domaine. Effectivement, on accorde une importance particulière à l'entrée dans la scolarité en ayant des temps de détection et de lien avec les PMI pour l'entrée à l'école maternelle et accompagner les parents à envisager la scolarité la plus optimale pour leurs enfants. Et dans le cadre de ces liaisons, nous avons créé dans le cadre du Conseil national de la refondation un lab autisme qui est accessible à tous les acteurs, dire les professionnels de l'éducation nationale, mais également de tous nos partenaires, des collectivités territoriales pour former les ATSEM par exemple, mais aussi les animateurs pour quand les enfants ont accès au temps périscolaire ou à la pause méridienne, les AESH, et les enseignants bien entendu, et les familles qui, dans ce même souci de continuité par rapport au matériel pédagogique qui peuvent être utilisés en classe, peuvent, grâce à la MDPH, également l'acquérir et être formés à son utilisation dans le lab autisme. Alors, comme vous le voyez, des initiatives à la fois riches, sur un périmètre d'action qui est assez large pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge, quel que soit finalement l'origine du besoin d'aide à l'autonomie. Et tout ça pour arriver à identifier, à concrétiser ces 4 missions et à en définir des éléments plus précis sur quels sont les objectifs poursuivis, à quoi on s'engage quand on met en œuvre ce service public très concrètement. Et ces éléments nous permettent de, aujourd'hui, avoir un cahier des charges qui sera bientôt publié et qui va permettre à tous les acteurs de se mettre en mouvement. Alors, ce cadre, il est posé par la loi du bien vieillir et de l'autonomie du 8 avril 2024, on l'a déjà dit. Ce que prévoit cette loi, c'est la mise en place du service public départemental de l'autonomie dès le début de cette année 2025. Donc, on est sur ce chemin. Elle définit les 4 blocs de missions dont on vient de parler. Elle identifie également la liste des membres et donc des acteurs sur lesquels nous comptons pour la mise en place de ce service public départemental autonomie. Et puis, elle prévoit que le conseil départemental ou la collectivité territoriale qui assume cette compétence, en lien avec les agences régionales de santé, toujours pour décloisonner, coordonne ce service public et donc l'ensemble de cette démarche. Elle prévoit également le cadre de gouvernance, la conférence territoriale de l'autonomie dont nous allons parler juste après. Et puis peut-être pour préciser, vous ne le voyez pas là, mais elle prévoit également une possibilité d'aménager ce cahier des charges pour les territoires d'outre-mer. Alors l'outre-mer a été dans les préfigurations. La Guyane s'est engagée et il s'avère qu'aujourd'hui, le cahier des charges tel qu'il est conçu ne nécessite pas particulièrement d'aménagement, mais la loi prévoit quand même cette possibilité. Donc, on verra également dans le temps comment ça se déploie. Et en tout cas, c'était très positif de pouvoir compter aussi sur une mobilisation en outre-mer, tant les spécificités sont grandes. La conférence territoriale de l'autonomie, qui est définie par la loi Bien vieillir et autonomie, a vocation à coordonner l'action des membres du SPDA, à créer un espace pour identifier les priorités de travail au regard de l'analyse des besoins qui aura été réalisée de manière collective avec l'ensemble des membres du SPDA et au regard du cahier des charges national. Elle rassemble donc les membres du SPDA. La loi fixe les grands principes de construction de cette conférence territoriale de l'autonomie, mais comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de modèle imposé. La réflexion devra être réalisée à l'échelle des territoires pour identifier la meilleure manière de mettre en œuvre cette conférence territoriale sans alourdir les gouvernances déjà existantes. Le cahier des charges, c'est le deuxième grand repère pour la mise en œuvre du SPDA. Il sera publié d'ici la fin du premier trimestre et il est destiné à l'ensemble des acteurs en métropole ou dans les Outre-mer, comme le disait Virginie. Ce n'est pas un cahier des charges au sens classique du terme, puisqu'il ne définit pas des modèles d'organisation, une structuration particulière. Par contre, il définit des engagements de service public à atteindre collectivement sur un territoire. C'est donc avant tout un cadre de référence qui est là pour garantir l'équité de traitement sur tout le territoire
face à cette politique autonomie de proximité. Et puis, il doit être considéré comme un outil, comme un repère, une boussole, pour pouvoir, sur un territoire, de façon partagée, réaliser une analyse de la situation du territoire au regard des grands engagements qui sont décrits dans le cahier des charges, et pour définir et piloter une stratégie partagée d'amélioration de la qualité du service rendu aux personnes. Ainsi, ce cahier des charges, il ne remet pas en question les prérogatives et les missions spécifiques de chacun des membres du SPDA. Il fait en partant des expertises, des missions et des compétences que porte chacun. Et à partir de ça, il fixe des engagements de service à rendre aux personnes. Quelle tête aura ce cahier des charges? Vous en avez un aperçu en primeur. Donc, pour chaque mission, le cahier des charges définit le périmètre de la mission et rappelle des objectifs globaux de cette mission du point de vue des personnes. L'objectif est bien de partir de la perception des personnes, de leur parcours, pour réfléchir à des engagements de service public. Ensuite, il est donc défini ces engagements de service public qui doivent être portés collectivement dans le cadre du SPDA. Et puis, on a fait le choix d'identifier quelques indicateurs déjà existants qui pouvaient permettre de mesurer la qualité du service rendu aux personnes. Alors là, on est dans une posture assez humble. On se rend bien compte que la mesure d'impact est un grand chantier. On ne sera pas encore capable de le mener. Par contre, on s'est dit qu'il y avait quelques indicateurs déjà existants qui pouvaient permettre de servir de thermomètre pour se dire où on en était en termes de service rendu sur cette mission. Et donc, on vous a indiqué ces quelques indicateurs déjà existants qui pouvaient être utilisés dans le cadre de la réflexion sur la mise en œuvre du SPDA. Alors aujourd'hui, nous abordons la phase de généralisation. Quelques mots sur cette généralisation, quels outils, quelles sont les grandes étapes. Donc déjà, peut-être le premier message qu'il faut bien s'approprier, c'est que c'est une démarche et que comme dans toute démarche de coopération, elle est progressive. Là, l'objectif de ce webinaire, par exemple, c'est de vous apporter un premier niveau d'information pour les territoires qui n'ont pas préfiguré le service public départemental autonomie. Et donc, vous allez mettre du temps, et l'ensemble des acteurs également, à vous approprier les valeurs, les concepts. Voilà, c'est assez nouveau comme démarche. Et donc, on a bien conscience de cette mise en œuvre qui sera nécessairement progressive. C'est une politique publique et donc elle va se mettre en place sur le long terme. Pour autant, l'important aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va tous au même endroit. Quelles que soient les modalités qu'on emprunte pour y aller, le cahier des charges, Marie vous l'a dit, il ne crante pas des modalités d'organisation, mais il fixe des engagements. Et ces engagements, il faut qu'à un moment donné, tout le monde soit au rendez-vous et que progressivement, on mesure quels sont les écarts entre la réalité de ce qu'on fait sur le territoire de manière collective par rapport à ces engagements de service rendu dans cette dynamique d'amélioration en continu du service à rendre aux personnes. Et donc, c'est dans cette progressivité, finalement, et cette démarche continue, et dans la mobilisation sur le long terme, que les progrès vont pouvoir être constatés. Alors, les objectifs pour 2025, pour commencer, on va dire, sur cette année de généralisation, c'est de dresser un état des lieux dans chaque territoire, de se dire, au regard du cahier des charges qui sera bientôt publié, où en sommes-nous? Que faisons-nous? Et qu'est-ce qu'il faut pour atteindre les engagements collectivement qui sont fixés dans le cahier des charges. Donc, ça nécessite de faire d'abord cet état des lieux, ensuite d'identifier des priorités pour chaque territoire. Les priorités ne seront pas les mêmes en fonction de chaque département dans la mesure où les réalités sont différentes. L'important, c'est de pouvoir progressivement formaliser un plan d'action pour atteindre des objectifs de manière à approcher l'équité de traitement sur l'ensemble du territoire national pas à pas. Et puis, cette première année 2025, elle va être l'occasion d'installer la gouvernance. C'est un projet qui réunit de nombreux acteurs et donc il faut une conférence territoriale de l'autonomie, comme le prévoit la loi, qui s'installe, qui définisse ces modalités de travail, de partage et de calage entre les organisations. Alors, pour ce faire, la CNSA sera en appui des territoires avec plusieurs méthodes que nous allons vous préciser. La première, c'est qu'on mettra à disposition des outils, principalement issus de la phase de préfiguration, qui servent vraiment à ça, à éprouver pour ensuite partager et vous permettre d'aller
plus rapidement quand vous vous lancerez. Une animation qui va aussi se mettre en place pour se voir régulièrement, échanger et partager. Et puis, on prévoit un soutien financier pour les conseils départementaux et les agences régionales de santé pour apporter quelques moyens en ingénierie parce qu'on sait que finalement, cette mise en mouvement nécessite un engagement et un temps de travail principalement autour de cette ingénierie de départ pour faire son état des lieux, s'organiser entre acteurs et mettre en place les bonnes conditions de la coopération territoriale. Concrètement, en termes de boîte à outils, nous allons vous permettre d'accéder donc à cette boîte à outils qui sera hébergée sur le site de la CNSA et qui sera accessible à tous les acteurs avec 3 niveaux d'outils. Des supports d'appropriation de la démarche SPDA pour permettre de présenter ce service public à l'aide donc de ce webinaire, d'infographies, de motion design et d'outils de communication. Et puis des guides d'accompagnement au changement par typologie d'acteurs pour permettre à chacun des acteurs d'identifier sa place, son rôle, la façon dont il peut contribuer au SPDA et ce qu'il peut aussi en retirer par rapport à ses compétences propres. Il y aura également des outils d'appropriation du cahier des charges pour permettre de pouvoir l'appliquer de manière plus opérationnelle dans le territoire, avec notamment un guide d'activité et puis des outils d'autodiagnostic. Et enfin, des outils métiers pour valoriser les ressources qui ont été produites tant par les acteurs nationaux que par les territoires préfigurateurs au cours de cette période de préfiguration, avec notamment des fiches thématiques qui permettent d'identifier concrètement comment on rentre dans la démarche, par où commencer, comment on associe l'ensemble des acteurs, quels sont les points clés qu'on peut identifier par type de mission. Donc, donner un petit peu des repères et des exemples de ce qui a pu se faire sans que ce soit non plus des modèles imposés. Et puis également des trames de documents prêts à emploi pour vous permettre de gagner du temps et de pouvoir déjà vous appuyer sur des outils prêts à emploi sans que là non plus, ça ne soit pas imposé. C'est juste des exemples clés en main. En termes d'animation nationale, on vous propose une animation collective qui sera structurée autour de 4 formats. Des cafés SPDA, donc des temps méthodologiques qui seront proposés en visio sur un rythme à peu près de toutes les 6 semaines pour permettre de prendre en main notamment cette boîte à outils et de détailler sujet par sujet la façon dont on peut rentrer dans la démarche, voir par où commencer, quels sont les grands enjeux méthodologiques pour permettre d'initier ce service public départemental de l'autonomie. Et on proposera aux territoires préfigurateurs de pouvoir partager leurs expériences à ce moment-là. En parallèle, on prévoit également des réunions thématiques qui seront cette fois plus centrées sur les 4 blocs de mission pour permettre un vrai partage d'expériences entre territoires, qu'ils soient préfigurateurs ou non, et permettre de transmettre les expériences des uns et des autres et de favoriser les synergies entre territoires. Il y aura également des groupes de travail qui seront proposés de manière plus ad hoc, avec un objectif, au-delà du partage d'expériences, d'aller vraiment sur de la coproduction d'outils qui pourraient être construits en petits groupes et mis à la disposition de tous. Et puis, par rapport à tous ces rendez-vous plutôt en visio, on essaiera aussi de proposer 1 fois ou 2 fois par an un temps en présentiel pour garder cette notion de communauté d'acteurs et permettre de se connaître, de partager, de tisser des liens et de faire vivre un petit peu comme cela la communauté SPDA. De quoi avez-vous besoin pour rentrer dans le SPDA? On a essayé d'identifier ici les 4 phases clés qui ont été, qui sont ressorties de cette préfiguration et de mettre en lien les différents outils que vous aurez dans la boîte à outils qui permettront de réaliser ces étapes. La première étape, c'est le fait de définir la gouvernance locale du SPDA. À l'appui donc de la loi, à l'appui des textes d'application qui vont paraître et qui vont permettre de préciser cette gouvernance, à l'appui également des conventions tripartites entre les ARS, les CD et la CNSA, et puis des éléments de capitalisation issus de la préfiguration pour montrer les différents modèles possibles, puisque comme l'exprimait Virginie, il n'y a pas un modèle imposé, chaque territoire doit pouvoir s'organiser en fonction de ses spécificités et de son historique. Le deuxième enjeu, c'est de mettre en place la démarche projet en définissant des modalités de travail. Et là aussi, vous aurez donc dans la boîte à outils des éléments pour vous guider et des trames de documents qui pourront vous permettre d'animer des réunions, de pouvoir identifier des priorités. La troisième étape, c'est la construction d'un programme annuel d'action. Et là, le cahier des charges, le guide d'activité, l'autodiagnostic seront autant d'outils boussoles pour vous permettre d'identifier les priorités propres à votre territoire et de partager les enjeux entre acteurs pour que ce soit vraiment une vision partagée entre membres du SPDA. Et la quatrième étape, c'est le fait de mobiliser les acteurs et favoriser leur embarquement
en s'appuyant sur les différents outils pour pouvoir faire de ce SPDA une vraie aventure collective dans le temps. En termes de calendrier, 3 étapes qui vont venir à court terme. D'ici mars-avril 2025, on aura donc un arrêté portant le cahier des charges national qui sera publié. En même temps, une communication ministérielle qui sera adressée à l'ensemble des acteurs du SPDA pour préciser les modalités de mise en œuvre du SPDA. Et puis, dans le même laps de temps, la mise à disposition de la boîte à outils SPDA sur le site de la CNSA. À la fin du premier trimestre 2025, il y aura un temps de lancement politique de la mise en œuvre du SPDA, avec une réunion pilotée animée par la ministre de l'Autonomie, ce qui nous permettra derrière de lancer l'animation collective que nous venons de vous présenter. Et puis à partir donc, du troisième trimestre de 2025, c'est la mise en œuvre du SPDA dans les territoires à travers l'installation de la gouvernance et la construction des programmes annuels d'action. Monsieur Libaud, on vous propose peut-être de répondre à quelques questions que vous avez sûrement vues passer dans le chat et pour lesquelles vous pouvez peut-être apporter des premiers éléments de réponse. Oui, et d'ailleurs, un certain nombre de questions sont logiques et vu le format, on ne pourra pas répondre à tout, hein, mais sachez que moi et la CNSA, on est tout à fait disposés à poursuivre les échanges donc, et à répondre aux questions fort légitimes. La place des organismes de sécurité sociale, il y a un certain nombre d'organismes de sécurité sociale qui posent cette question, eh bien, elle est évidemment importante puisqu'ils gèrent des droits, les organismes de sécurité sociale, vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap, enfants ou non, vis-à-vis des personnes âgées. Et non seulement ils gèrent des droits, mais ils sont aussi acteurs du parcours et notamment du parcours de prévention. On n'a peut-être pas encore assez parlé du sujet de prévention qui est un thème, un des 4 missions, hein, prévention, perte d'autonomie, mais c'est vraiment super important, notamment par rapport au vieillissement de la population. Et une des rares bonnes nouvelles de 2024, je le dis souvent, c'est l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé des Français. Ça montre que c'est possible. Et c'est possible notamment par des stratégies de prévention. Et des stratégies de prévention, simplement, elles doivent être sanitaires et sociales, parce qu'on sait bien que les personnes qu'on a le plus de mal à toucher, c'est les personnes qui sont socialement éloignées, etc. Beaucoup de CARSAT sont impliqués sur ces sujets, par exemple. Donc, beaucoup de CARSAT sont impliqués, notamment sur la démarche dite ICOP, de repérage de la fragilité. Donc, voilà. Donc, bien sûr, il y a la gestion des droits, mais il y a aussi la stratégie de prévention qui va être importante et les stratégies aussi d'accompagnement des acteurs sanitaires. Vous avez vu un certain nombre d'exemples, mais je veux parler aussi, par exemple, de la prévention des chutes qui a été mise en place dans un certain nombre de territoires entre les CHU, les DAC et les SDIS. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant en termes de prévention. Et donc, oui, tout le côté sanitaire, il y a une énorme attente en fait, des hôpitaux sur ces sujets et des CPTS qui sont aussi dans notre démarche parce qu'ils voient bien qu'un certain nombre de ruptures de parcours de santé sont liées à des sujets sociaux. Donc, il faut effectivement embarquer tout ce monde. Alors ensuite, il y a une question fort légitime qui revient régulièrement, qui est est-ce que ce n'est pas une comitologie, etc. Donc, est-ce que ça va pas être très lourd? C'est aussi pour ça qu'on a fait des préfigurations, parce que nous, et vous avez compris, dans la démarche, on n'impose pas grand-chose, sinon de proposer une méthode. Et dans l'organisation, oui, à un moment donné où il faut se parler, évidemment, il faut se parler. Si j'ose dire, moi, ça m'inquiète si sur certains territoires, on se dit, de toute façon, on ne se parle pas. Mais moi, je constate, très honnêtement, il faut être honnête, une forte hétérogénéité de ce dialogue entre les acteurs. Mais les territoires préfigurateurs nous disent, globalement, oh ben non, enfin voilà, et vous avez vu certaines expressions, on a fait un séminaire en fin d'année, à partir du moment où on a une certaine liberté d'organisation, on nous laisse faire, eh bien, c'est tout à fait compatible par rapport à des moyens humains qui ne sont pas illimités. Et ça, moi, je le sais. Les moyens ne sont pas illimités, que ce soit, et notamment des circonstances actuelles, dans les départements, dans les ARS, dans les caisses de sécurité sociale, etc. Donc, on va être très attentif dans tout cet accompagnement au fait, effectivement, de faire attention aux moyens, mais très souvent, ça permet, justement, parce qu'on travaille ensemble, au contraire, d'éviter les doublons, d'éviter des démarches inutiles. Je reprends un exemple aussi très concret qui, malheureusement, n'est pas
mise en œuvre dans tous les territoires encore, mais qui a un objet, c'est la reconnaissance mutuelle des évaluations entre CARSAT et départements. Eh bien, si on reconnaît mutuellement les évaluations, ça fait gagner de l'argent aux uns et aux autres, ça fait gagner du temps aux personnes, et on a gagné dans la démarche. Voilà, c'est le type de démarche, et vous voyez à travers ces exemples que c'est des choses très concrètes en fait qui sont attendues, et c'est pour ça aussi que c'est super important d'écouter les personnes. On l'a dit, c'est vraiment dans la démarche. Effectivement, oui, il y a une démarche d'écoute des personnes parce que très souvent, c'est quelquefois des petits détails qui nous semblent pas très importants lorsqu'on n'est pas dans leur place, mais qui vont être le problème dans l'accès au parcours, dans l'accès au droit. Donc, c'est pour ça qu'on met bien à hauteur de femmes et d'hommes. Voilà, c'est tous les quelques éléments que je voulais donner. Mais ensuite, encore une fois, on va répondre le plus possible à ces questions, et notamment le PPT, je pense qu'effectivement, oui, il va être mis à disposition. Tout à fait, le support sera mis à disposition, le replay donc, de ce webinaire sera également mis à disposition. Il nous faut juste 2-3 jours pour qu'on puisse le retravailler pour le mettre sur la chaîne YouTube de la CNSA. On a vu qu'il y avait énormément de questions, donc merci pour toutes vos questions. On va pouvoir ça nous permettra d'alimenter, comme le disait en introduction Bénédicte, la foire aux questions avec des réponses très précises pour chacun. On vous a indiqué à la fin de la présentation une adresse mail très simple, c'est spda@cnsa.fr. N'hésitez pas à nous contacter avec cette adresse mail, on vous répondra de manière individuelle. On va se lancer également dans une période d'intervention dans les différentes têtes de réseau pour pouvoir répondre aussi plus spécifiquement à chacun sur les questions qui vous concernent. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse intervenir. Et on vous remercie pour votre présence très active. Donc, effectivement, l'adresse mail a été partagée par Bénédicte. Merci. Donc, spda@cnsa.fr. Et la FAQ sera envoyée aux participants aujourd'hui. Je pense qu'on la mettra également sur le site de manière très accessible. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était que le début d'autres séquences qu'on aura avec vous. Il me semblait important de pouvoir commencer à vous donner des premiers éléments d'information avant même la parution des textes. Mais ce n'est qu'une première et nous sommes amenés à pouvoir vous diffuser de l'information régulièrement, à vous rencontrer et à pouvoir échanger avec vous sur ce beau sujet qu'est le service public départemental de l'autonomie. Et ça sera bien au-delà de l'extranet CNSA, puisque ça sera même sur le site directement, donc sans besoin de mot de passe et d'enjeux de connexion. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Très belle journée, à très bientôt. Merci à tous.